Travailler à deux, comme le faisaient Souris et Thomé, ce n'est pas la même chose qu'avancer tout seul. C'est-à-dire cette nécessité pour avancer d'avoir un écho, un renvoi, une contribution, une opposition qui viennent de l'autre. Et de telle sorte que, comme il le dit dès le départ, il ne se pose pas comme maître enseignant, c'est-à-dire celui qui serait dépositaire du savoir préinscrit, mais il se présente plutôt comme le maître zen, c'est-à-dire celui qui entend favoriser la progression des élèves avec lui et à cause de lui, et de telle sorte qu'au moment ultime puisse se dégager une réponse qui ne soit pas la réponse d'un maître, mais qui soit la réponse collectivement, non pas seulement acceptée, mais collectivement construite. C'est d'une certaine manière un aspect qui se pose également pour nous, la question de savoir quel est pour nous le moyen terme, ce qui nous lie, quel est-il? Est-ce que c'est Lacan? Si c'est Lacan, si c'est notre au moins un, il est bien évident du même coup lorsque vous reprenez l'histoire de la psychanalyse, c'est-à-dire les textes publiés par tous ceux qui ont contribué, vous voyez bien que, au fond, ce qu'ils racontent, c'est quand même transparent. Ce dont ils parlent, est-ce que c'est de leur expérience, Jean-Jacques? Est-ce que, je me permets même cette question que je trouve dramatique, est-ce qu'on n'apprend jamais quelque chose de son expérience? Ou est-ce qu'on ne fait jamais que y appliquer et répéter ce que l'on croit savoir? C'est le sort des psychanalystes, en tout cas depuis Freud. C'est que chacun y va, bien entendu, du développement de la structure qu'il estime la plus cohérente pour rendre compte de ce qui lui est familier et qu'il n'a aucune raison de ne pas estimer valoir universellement. Alors chacun y va bien de son pathétisme. Les symptômes freudiens, là aussi, ils sont freudiens, parce qu'il y a une symptomatologie, une clinique, aussi bien psychiatrique que, je dirais, des manifestations que des troubles névrotiques, qui ne sont pas des symptômes freudiens. Les symptômes freudiens, ils sont caractéristiques, ce sont toujours les manquements dont souffre un sujet pour remplir la fonction sexuelle qui lui est assignée. C'est toujours ça. C'est ça le symptôme freudien. C'est que le bonhomme ou la gentille dame, eh ben, elle n'est pas capable de tenir sa place, d'assumer la fonction. Et que donc, du même coup, sa jouissance se trouve déplacée, en général, sur le symptôme, justement, lui-même. Le présenter comme ça nous souligne d'emblée que c'est une symptomatologie qui s'inscrit en droite ligne dans l'idéal soutenu par le rapport à l'au moins un phallique ou paternel, comme on voudra. Là où Freud situe
le symptôme comme étant l'impossibilité d'accomplir, je dirais, la jouissance sexuelle, ce que Lacan avance et change du même coup, c'est pour dire que le symptôme, il est dans la détermination de la jouissance sexuelle elle-même, puisqu'elle est ratée. Et que c'est peut-être justement ce ratage qui rend si fréquente la névrose. Le nom du Père, c'est la seule instance dans l'autre, l'au moins un. Le nom de ce qui est donné à cette instance au moins une, qui soit à la fois réel, symbolique et imaginaire. Dans cette configuration-là, c'est la seule. De telle sorte que réel, symbolique et imaginaire sont ces noms, comme le dit Lacan. Comme ça que vous pouvez l'appeler. Et du même coup, et ce sera tout le développement du nœud et de la topologie, c'est-à-dire du même coup, vous pouvez, une fois que vous en êtes servi, et que vous avez inscrit le réel comme dimension associée, liée aux catégories du symbolique et de l'imaginaire, la référence à cette instance quatrième n'est plus nécessaire par cette topologie du nœud, n'est plus nécessaire, n'est plus indispensable pour tenir, ce qui du même coup pose tout autrement la question de l'impossibilité ou pas du rapport sexuel, tout autrement. La possibilité du rapport entre un homme, je mets le terme entre guillemets car il n'est pas défini ce jour, mais qui se tient dans l'imaginaire, et puis une femme, elle n'est pas définie encore à cette occasion, et qui se tient dans le réel. On voit bien de quelle manière le symbolique serait en mesure éventuellement de faire que ils se rencontrent, cet homme et cette femme, autour de ce qui, à eux deux, du fait du symbolique, et donc du trou dans le réel, de ce qui peut les réunir, peut les rassembler en tant que partenaires du sexe opposé, et cependant, je dirais, réunis, rassemblés dans une jouissance commune, partagée, et qui est celle, évidemment, puisque c'est le symbolique qui les réunirait, de ce qui manque, de ce qui fait défaut, mais qui se trouve en quelque sorte
célébrer ce manque même des noces possibles. Je vous le dis mal, bizarrement, parce que tout à l'heure, lorsque j'essayais de me préparer ce que j'allais là-dessus vous dire, ça se formulait plus clairement pour moi. S'il le faut, je reviendrai là-dessus. Le réel, c'est-à-dire ce qui vient sans cesse déranger l'effet mortifiant de tous les acquis. Le réel qui vient dire « cause toujours, mon ami ». Tu crois t'être enfin arrêté, tu crois enfin avoir compris, sans même considérer que du même coup, maintenant que tu es arrêté, tu es mort, mon vieux. Tu es mort. Tu n'as plus rien à dire, plus rien à penser, plus rien à vivre. Tu as déjà tout vécu. Eh bien, ce réel, c'est la vie. Bien, j'ai été très intéressé par votre proposition, qui n'est pas encore peut-être tout à fait claire, d'un nœud du rapport sexuel, alors que le nœud a été présenté jusqu'à présent par Lacan comme le nœud du non-rapport. C'est-à-dire dans quelles conditions le nœud deviendrait le nœud du rapport. Et votre proposition de qualifier d'homme le rond imaginaire, oui, de femme le rond réel, oui, et de concevoir un objet commun fait que, effectivement, dans les conditions que vous avez définies, c'est-à-dire une castration dont on ne se défendrait plus. Pardon ? Une castration dont on ne se défendrait plus. Oui. Permettrait d'envisager effectivement une écriture du rapport. Une castration qui ne serait plus recherchée et aimée comme telle. Parce que la castration sera forcément là. Mais en tout cas, qui ne sera pas cultivée comme telle. Oui. Qui ne déclenchera pas l'amour.